Alors, donc c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et c'est un plaisir. Je me sens dans ma deuxième famille, vous le savez. J'ai l'habitude maintenant. On m'a même proposé d'être membre. Donc, Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est les allergènes moléculaires et l'allergie respiratoire, les applications pratiques. Ça va être vraiment de la pratique. Donc, le diagnostic de l'allergie est en premier lieu clinique. Donc, je sais que c'est clinique, c'est pas parce que, mais je vais voir l'intérêt un peu de la biologie. Selon l'OMS, 50% de la population mondiale souffrira d'allergies respiratoires d'ici 2050. Comment peut-on comment on peut avoir une bonne prise en charge d'une allergie respiratoire? Est-elle idéalement multidisciplinaire pour un diagnostic précoce et précis? Le rôle du biologiste est d'épauler le clinicien pour une prise en charge adaptée et personnalisée du patient allergique. Il y a la démarche classique, l'approche classique d'une démarche diagnostique. Donc, elle est basée sur l'anamnèse, l'interrogatoire, l'enquête alimentaire, même si c'est respiratoire, les tests cutanés en troisième lieu, prick test ou hypersensibilité retardée pour les tests épicutanés, et l'examen biologique en quatrième lieu. Tout ça pour avoir une mise en place, des mesures adaptées, des régimes d'éviction s'il y a une réaction donc allergique alimentaire croisée, sinon l'initiation d'une immunothérapie allergique comme vont faire les allergologues. Ces pratiques classiques sont le fondement de la démarche, utile mais parfois insuffisante, et c'est de ça que je vais en parler. Je vais donner deux exemples. Le premier est tout ça pour l'objectif d'apporter un complément avec des outils modernes. Et pour le biologiste, l'outil moderne, justement, c'est les allergènes moléculaires qui peuvent aider le clinicien. Je vais utiliser deux possibilités. Le premier, comment la démarche classique est excellente. C'est ce qu'il faut faire. Donc, je prends Ennis qui a 18 ans. Depuis 8 ans, se gratte les yeux, le nez, éternue et s'émouche fréquemment toute l'année. Un peu plus pendant le printemps ou en automne. Depuis quelques mois, ces symptômes sont accompagnés parfois de toux, oppression thoracique et sibilant survenant en particulier le soir. Il rapporte que son papa souffre des mêmes symptômes depuis son jeune âge. Le diagnostic d'un asthme et d'une rhinoconjonctivite allergique a été retenu. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir des prick tests parce qu'il a vu un allergologue, d'accord? Donc là, on a le témoin positif et le témoin négatif, les acariens qui sont positifs, les poils de chat, les graminées et l'olivier. On est dans quelle situation? On est dans le cas d'une polysensibilisation cutanée. Donc on est dans une démarche classique, on a fait les signes cliniques, anamnèse, signes cliniques, on a fait les tests cutanés, on se trouve dans une situation de polysensibilisation cutanée et donc on n'arrive pas à trancher. Qu'est-ce qu'on va faire? Classiquement, on va aller vers les IgE des extraits allergéniques entiers, d'accord, de première intention, qui peuvent être suffisantes avec l'anamnèse, la clinique et les tests cutanés. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller vers les allergènes de source. Voilà ce qu'on a. On a le mélange de graminées qui est les acariens, le chat et les oliviers. Vous voyez que les mélanges des graminées, les flèches en rouge, les acariens et les pollens d'olivier sont positifs. On a pu, par contre, éliminer les poils de chat. Donc, est-ce que c'est bon? Non. On est encore dans une polysensibilisation biologique, mais toujours dans une démarche classique. D'accord? Donc là, c'est pas suffisant. Ces IgE de première intention avec la clinique et l'anamnèse et les tests cutanés ne suffisent pas pour conclure. Là, c'est la place idéale des allergènes moléculaires dans une démarche qui reste très classique. D'accord? C'est la démarche classique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je sais très bien que l'allergie est clinique, mais là, je vais différencier entre une sensibilisation biologique et une allergie biologique. Donc, je parle de biologie. Donc, il y a une évolution du raisonnement allergologique. Les tests cutanés et les IgE positifs pour la source allergénique, c'est-à-dire l'allergène entier, le patient est sensibilisé à au moins une molécule allergénique. Par contre, quand je vais parler d'antimoléculaire, là, je vais déterminer la sensibilisation à un composant moléculaire défini
appartenant à une famille moléculaire précise. Donc ce que j'ai, la source allergénique, elle est composée de composants allergisants et de composants non allergisants. Par contre, quand je vais prendre les composants allergisants, je vais les différencier en différentes familles avec des allergènes majeurs spécifiques d'espèces et des allergènes mineurs qui sont responsables des allergies croisées. Donc les allergènes moléculaires ici, donc, je donne juste un exemple, je ne vais pas trop en parler, c'est juste le pollen de bouleau qui est l'exemple type, et la vision de la macromoléculaire vers la vision moléculaire, donc la notion de l'allergène entier, la notion de l'allergène majeur qui est présent, c'est 50% des personnes qui ont cette allergie, l'allergie mineure qui est liée à les allergies croisées, et la nomenclature, donc R ou N, pour R ou N si c'est recombinant ou natif, bêtes les 3 premières lettres du genre, V comme béticula et V comme première lettre d'espèce, et 1 c'est l'ordre de leur découverte. Donc ces allergènes moléculaires vont être un outil de dépistage des réactions croisées, ils vont aider à l'interprétation des polysensibilisations, c'est un outil pour améliorer les tests biologiques classiques, l'allergène entier, c'est un outil pour contribuer à un diagnostic plus spécifique et précis, et surtout, pour le pneumologue allergologue, ça va lui permettre d'instaurer l'immunothérapie et d'établir un risque de réaction sévère, voire une éviction. Donc, qu'est-ce que j'ai sur le plan pratique? J'ai un allergène 1 avec un épitope 1, un allergène 2 avec un épitope 2, et je peux avoir un épitope commun qui est l'allergie croisée, et c'est ce qu'on cherche. Donc l'évolution fondamentale dans la définition, avec la définition des familles biochimiques d'allergènes. Il y a différents types de réactions croisées entre espèces taxonomiquement proches, entre espèces taxonomiquement éloignées. Et ici, j'ai essayé de mettre un peu les familles les plus importantes, des plus sévères vers les moins sévères. Donc les protéines de stockage, LTP, tropmyosine, c'est vraiment des familles très sévères qui résistent à la chaleur avec le pH bien particulier, jusqu'au CCD où il n'y a pas du tout d'éléments cliniques, il n'y a juste que des réactivités croisées. Et les familles moléculaires sont des allergènes. Il y a des allergènes d'origine végétale, comme les protéines de stockage, les PR10, les LTP, les profélines, hypocalcines. Et il y a certaines familles moléculaires, donc d'origine animale, comme les tropmyosines, qu'on les trouve dans les crustacés, mais qu'on les trouve aussi dans les acariens, les paralbumines, les albumines, etc. Donc, si on revient avec cette logique-là à Ennis et son bilan biologique, qu'est-ce qu'on a? On a dit que Ennis, il a la polysensibilisation cutanée. On a aussi trouvé une polysensibilisation biologique. On a pu éliminer que le chat. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les graminées avec des IgE de l'allergène entier qui sont positifs. Il nous reste les acariens avec l'IgE de l'allergène entier qui est positif. Et on a l'olivier, les pollens d'olivier, avec l'allergène entier positif. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller rechercher? Il faut aller donc voir famille par famille. Si on va parler des allergènes moléculaires des graminées, en rouge, c'est les allergènes moléculaires majeurs. Et notamment sur le plan pratique, on cherche le RFLP1 et le RFLP5. Par contre, le RFLP7 et le 12, c'est des mineurs. Donc, ils sont liés à des réactions croisées. Mais les majeurs, si on veut réellement savoir si c'est une allergie vraie, une sensibilisation, on va chercher ces majeurs. Ça, c'est pour les graminées, parce qu'on a trouvé pour les IgE donc de l'allergène entier. Pour les acariens, les majeurs sont le RDRP1, RDRP2, notamment. RDRP23 aussi peut être un majeur. Et le RDRP10, c'est un mineur. Il est lié à l'allergie croisée, mais c'est un mineur. Et pour les oliviers, le RLE1 est le majeur, le 7 aussi, en Tunisie on le trouve. Et si on va chercher les mineurs, c'est plutôt le RLE2. Donc voilà, et donc, qu'est-ce qu'il va se demander son médecin? Il va demander les allergènes majeurs de ces différents, donc ce qu'on a trouvé aux IgE spécifiques de l'allergène entier. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous voyez bien, donc pour le RFLP1 et le RFLP5, on a une vraie allergie aux graminées, donc ça se confirme.
Pour le RDRP1 et le RDRP2, on a une vraie allergie aux acariens, donc ça se confirme. Par contre, pour le ROLE1 et le ROLE7, il n'y a pas d'allergie. Donc pourquoi on avait les IgE de l'allergène de source du pollen d'olivier positif? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait le ROLE2 qui était positif et le RFLP12 de la même famille que la RFLP12, les deux des profilines, recombinant mineur fléol et recombinant mineur olivier. Et donc, ce n'est pas une vraie allergie, mais c'est une sensibilisation. Qu'est-ce qu'on fait pour ce patient? Et avec une démarche diagnostique classique, on se retrouve, oui, une ITA aux acariens et aux graminées peut être pratiquée. Donc là, on aide le clinicien, mais dans une démarche totalement classique, d'accord? Donc voilà. Est-ce que les allergènes moléculaires sont toujours indispensables? Je vais donner un exemple très simple, simple comme bonjour, d'accord? Où on a Nour qui a 16 ans, qui a une atopie familiale, symptômes ORL depuis 6 ans perannuels, symptômes respiratoires récents, asthme et rhinite allergique, des prix coplomallergènes ont été réalisés, et voilà, donc, les tests cutanés. Il y a le témoin positif et négatif qui est positif et uniquement les acariens qui sont positifs. Donc, on est dans un cas de monoallergie aux acariens. Monoallergie aux acariens. Place des tests biologiques. Ici, il n'y a pas de place de tests biologiques. Il n'y a pas. Donc, l'ITA a indiqué, parce que selon cette situation actuelle, rhinite ou rhinoconjonctivique allergique modéré à sévère, et pas besoin d'allergènes moléculaires avant l'ITA, car monoallergie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pour cette patiente, une ITA a été indiquée, voie sous-cutanée, menée pendant 3 ans, et pourtant, échec inexpliqué. C'est ce qui nous laisse, il faut réfléchir. Pourquoi il faut moderniser les approches diagnostiques classiques? Peut-être comme ça, on n'aurait pas perdu 3 ans. Et illustration des limites actuelles et de la réflexion classique avec ce cas clinique. Ce cas est réel. Hein? Ce cas est réel. Et donc, après, le médecin traitant a demandé les D1. Il s'est dit, c'est pas normal, moi j'ai une clinique et des tests cutanés qui sont vraiment en faveur d'une allergie aux acariens et j'ai un échec au bout de 3 ans. D'accord? Les D1, donc, et là j'insiste, vous avez pas besoin d'utiliser D1, D2. Maintenant, toutes les recommandations internationales, on peut se suffire à D1 ou D2. D'accord? Pas la peine de faire les deux, c'est pas comme les recombinants. Donc, on fait les D1, c'est positif. Il est un peu intriqué, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va, vous voyez, c'est le cas typique où c'est pas suffisant. On revient à notre diagramme. Qu'est-ce qu'on a les acariens? Qu'est-ce qu'il faut chercher pour les acariens? Il y a les majeurs qui sont RDRP1, RDRP2. Il y a le RDRP23 qui est aussi un majeur, qui lui peut parfois expliquer donc un échec. Et il y a le RDRP10 qui est une tropomyosine, que c'est un mineur, mais qui donne des formes très graves. D'accord? Et donc, notre médecin a demandé tout. Donc, il a demandé les 4 allergènes moléculaires et c'est le dernier en date. Et ne pensez pas que c'est rare que ça. Hein. C'est beaucoup plus fréquent que vous le pensez. Et donc, il a demandé D202, D203, donc RDRP1, RDRP2, RDRP23, tous négatifs, sauf le D205, qui est donc le RDRP10 et qui est la tropomyosine. Donc notre réponse aux cliniciens, il faut rechercher une allergie croisée aux crevettes et contacter le service d'immunologie parce qu'on a eu peur avec le taux le DRP10 qui était très élevé. D'accord? C'est ce qu'il a fait le médecin. Donc à l'interrogatoire, des coups à la crevette, ne veut pas plus y toucher. Test cutané aux crevettes, les extraits standardisés étaient négatifs. L'aliment natif non fait par le médecin traitant, il est installé en ville, on peut comprendre que c'est un allergologue. Hein, mais... Donc le F24, les crevettes supérieures à 100, et le F351 qui est de la même famille que les D205 est supérieur à 100. On a aussi fait les escargots et c'est supérieur à 100 unités internationales par minute. Donc vous voyez, l'approche diagnostique des maladies allergiques respiratoires n'est pas si simple. Plus que ça, là, je suis parmi les allergologues et les pneumologues, mais selon les données statistiques disponibles au niveau mondial,
plus de la moitié des cas des allergies sont pris en charge par des non-allergologues. Je n'ai pas des statistiques tunisiennes, mais j'ai la petite et très petite expérience de l'Institut Pasteur où on a au moins 30 à 40 qui sont adressés par des non-allergologues, ce qui constitue un critère supplémentaire à prendre en compte dans l'approche diagnostique et thérapeutique. Et là, je vais vous présenter un modèle de diagramme que moi je vous propose et je vous laisse après le choix de choisir et de discuter et de remodeler évidemment. Donc, si vous avez des symptômes respiratoires suggérant une origine allergique IgE médiée d'une infection, d'une allergie respiratoire, de symptômes respiratoires, si c'est pris par l'allergologue, d'accord? Si c'est adressé à un allergologue, il faut l'anamnèse et l'enquête alimentaire plus. Pourquoi? Parce que de plus en plus, avec tout ce qui se passe comme modernisation, il y a de plus en plus d'allergies croisées avec les aliments. Alors, c'est un allergologue, donc il va faire les tests cutanés et les prick tests. Bon, la première situation la plus simple, il y a des symptômes qui sont en faveur d'une allergie respiratoire IgE médiée, l'anamnèse et les tests et les prick tests sont positifs, positifs à un allergène ou à 2 allergènes. Là, c'est simple comme bonjour. Le diagnostic est établi, c'est une allergie respiratoire IgE médiée confirmée. Il n'y a pas de souci par rapport au diagnostic. Par contre, avons-nous la teneur en allergènes majeurs? Avons-nous la composition en allergènes majeurs et mineurs? Est-ce qu'on a une idée claire des allergènes alimentaires croisés? Il faut y réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut le faire à tous les coups, mais il faut y réfléchir. Si vous avez plus que 2 allergènes positifs ou vous avez un dermographisme, c'est-à-dire à partir de 3 ou plus, supérieur ou égal à 3, là, il faut faire les IgE de l'extrait entier, l'IgE de la source, d'accord? Donc, si j'ai oublié et si par contre les prick tests sont négatifs, donc discordance clinique avec les tests cutanés, tous négatifs, même le témoin positif, ou qu'il n'y a pas possibilité de faire le prick test ou qu'il est sous antihistaminique ou autre. Là aussi, il faut aller faire les IgE de l'extrait donc de la source. Si c'est négatif, là, on peut dire que c'est une allergie respiratoire IgE médiée écartée. Si c'est positif et que c'est à un allergène ou 2, on se retrouve comme dans la première situation, c'est-à-dire le diagnostic est établi, c'est bon, mais on n'a pas plus. Par contre, si c'est positif et que c'est supérieur à 2 ou qu'on veut creuser, là, on passe aux IgE des composants moléculaires. Et qu'est-ce qu'ils vont? Si c'est négatif, c'est une sensibilisation. Si vous vous rappelez, c'est une sensibilisation et pas une vraie allergie. Par contre, si c'est positif, le diagnostic est établi, mais pas seulement. Le diagnostic est établi avec la teneur quantitative en allergènes majeurs. Là, c'est pas uniquement le diagnostic, mais des éléments pour le pronostic et une valeur de référence. C'est très important. Tout ça, on était chez l'allergologue. Mais comme je vous ai dit, dans plus de 40% des cas, ce n'est pas un allergologue. Donc là, on va passer vers la médecine générale. Et là, il faut faire des tests multi-allergéniques binaires, s'il vous plaît. Pas de bandelettes, pas de n'importe quoi. Donc le test multi-allergénique de Fadiatop, c'est un test d'orientation. Si c'est négatif, l'allergie respiratoire IgE médiée est écartée. Si c'est positif, la meilleure solution, c'est de l'adresser à l'allergologue. Mais si il n'est pas adressé à un allergologue, il faut faire les IgE de l'extrait, les IgE de l'allergène entier. Alors, je vous donne pour le non-allergologue. Donc, vous avez le Fadiatop qui est positif. Qu'est-ce qu'il faut faire comme des IgE des allergènes courants? Les plus courants. Et vous allez voir de ce côté-là, donc là, c'est par rapport aux Tunisiens. J'ai toujours un problème avec la droite et la gauche.
Donc, il faut faire les acariens, l'olivier, cyprès, graminées, chat, c'est ce qu'on a en Tunisie, et après, donc, alternaria, ambroisie, moisissure selon le cas. Si, après, c'est toujours selon l'histoire clinique, la périodicité des symptômes et le contexte personnel, milieu citadin, animal environnement, etc. Vous savez beaucoup plus que moi, j'ai essayé de rajouter pour l'olivier et le crustacé, mais vous savez ceci beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc, à retenir, aujourd'hui, on ne peut plus parler de modèle de diagnostic et de prise en charge allergique. La prise en charge d'un patient allergique est de plus en plus personnalisé. C'est vraiment de plus en plus personnel. Je passe ça parce que, en conclusion, l'allergie est un phénomène de civilisation. C'est un allergologue, pas un immunologue, qui l'a dit, Pierrick Hordet. Sa prise en charge doit être à la hauteur de l'avancée de la médecine du XXIe siècle et en premier lieu multidisciplinaire et personnalisée. Je vais finir par cette image qui me tourmente encore parce que je ne connais pas très bien le sujet. C'est une alarmine. C'est les dernières découvertes scientifiques. On dit que c'est elle qui est responsable de tous les mécanismes de l'hypersensibilité de type 1. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai plus d'infos. D'accord? Alors, merci. Merci infiniment pour votre attention. Merci, Dr Samoud, pour cette intervention très claire et didactique. Et d'ailleurs qui illustre très très bien le rôle de la biologie moléculaire et son intérêt dans notre pratique quotidienne, aussi bien au niveau du diagnostic qu'au niveau de la prise en charge. Et on peut passer à la deuxième communication et on laisse la discussion pour la fin. Si vous pouvez faire exceptionnellement les questions parce que j'ai un engagement. D'accord. C'est-à-dire que vous ne restez pas à la fin pour les autres. Vous êtes obligé de quitter. Pour la deuxième, je ne suis pas sûre de rester à la fin. Oui, parce que j'ai un engagement. Je suis désolée. Je peux prendre la parole? Merci. Docteur Zarrouk. Oui. Bon, moi, je parle de mon expérience personnelle avec l'allergologie moléculaire et j'insiste sur ces allergies moléculaires. Il faut passer à l'allergie moléculaire. Depuis 30 ans, je faisais les tests cutanés et je traite les malades et je pose les indications de la désensibilisation. Mais non, c'est plus clair. Et donc, en collaboration avec vous, on collabore tout le temps, oui. Vous êtes toujours disponible pour nous. Et je vais vous poser une question un peu pratique. J'ai une patiente qui a des allergies moléculaires majeures aux acariens, aux oliviers et aux graminées. Elle est asthmatique, elle a une rhinite allergique et un asthme. Et on a les allergènes majeurs des 3 allergènes. Bon, là, c'est beaucoup plus clinique que biologique, mais je vais vous dire ce qu'on m'a dit en allant aux différents congrès et parfois en discutant avec plusieurs allergologues. Donc, quand il y a une différence entre les taux des allergènes majeurs, c'est-à-dire que l'un est, je ne sais pas, 0,3 par exemple, et l'autre, il est dans le 5 ou les 6. Ils peuvent tenter. Ils peuvent tenter tout en expliquant aux patients que ce n'est pas sûr d'avoir d'excellents résultats. C'est ce que j'ai vu aussi dans la littérature. Mais ça reste du cas par cas. On ne peut pas dire que ce n'est pas une polysensibilisation. Il y a certains cas très précis. Par exemple, si c'est positif à un allergène moléculaire majeur natif, comme le cyprès. Comme ça, il faut faire l'anti-CCD parce que parfois, on peut éliminer une allergie. Mais c'est seulement pour les allergènes moléculaires natifs parce que les recombinants sont bien purifiés et il y a beaucoup moins de risques d'allergie, de CCD. Voilà. D'accord, merci. Qui fait signe. Rhinite allergique plus asthme. Docteur Fatma Tritter. Oui, c'est un asthme pérannuel et une rhinite allergique pérannuelle. Merci Sama pour ta très belle présentation, très didactique. Moi j'ai une petite question, une petite réflexion.
Concernant justement le problème des polysensibilisations et quand on découvre des polyallergies confirmées par les allergènes moléculaires, je pense qu'il y a un rapport qu'on peut calculer entre les IgE spécifiques, oui, le taux des IgE spécifiques et le taux des IgE contre les allergènes moléculaires. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça peut prédire justement de la vraie allergie chez certains patients. Je termine. Oui, oui. C'est ma deuxième réflexion concernant l'algorithme que tu as présenté, il est très beau, mais moi personnellement, pour les médecins généralistes, s'ils font un Fadiatop, c'est déjà largement suffisant. Ouais. Micro, s'il vous plaît. Généraliste, pour le Fadiatop, je pense que c'est largement suffisant. Mais ne pas adresser les patients à un allergologue et passer directement au dosage des IgE spécifiques, je suis personnellement un peu embêtée parce que ça peut aller vers la dérive et à ce moment-là, pourquoi ne pas faire aussi les allergènes moléculaires? Et finalement, tu as bien insisté, il faut toujours passer, quand les tests cutanés sont positifs, quand il y a une polysensibilisation, et j'insiste parce qu'il y a certains allergologues qui ne le font pas, il faut toujours passer par le dosage des IgE spécifiques, c'est-à-dire toute la source allergénique, puis les moléculaires, et ne pas passer directement des tests cutanés aux allergènes moléculaires. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais commencer par la deuxième et je reviendrai à la première. Je suis totalement d'accord avec vous, totalement. D'ailleurs, je l'ai mis en premier. Le problème, c'est que c'est pas ça. Ce que je suis en train de recevoir tous les jours, c'est des catastrophes. C'est-à-dire, c'est pas seulement ça, c'est que non seulement ils utilisent des semi-quantitatifs, et ils font des évictions, des vraies allergies, des traitements basés sur des semi-quantitatifs. Donc moi, je me dis, même s'ils vont l'adresser à un allergologue, au moins qu'ils limitent les dégâts. Parce que c'est ça. Mais évidemment, la première chose que j'ai mise, il a un Fadiatop positif, il l'adresse à l'allergologue. Malheureusement, je ne décide pas. Donc j'essayais de limiter les dégâts au cas où. Donc, si on va faire les Fadiatop, on va aller au moins qu'il ramène ça. Après, il est obligé de faire l'immunothérapie. C'est pas lui qui va le faire. Il va l'adresser. Mais je suis totalement d'accord. Pour le reste, oui. Mais pour quand vous avez dit le rapport, oui. Mais je suis partisane d'essayer de faire notre propre étude. D'accord? Là, je n'ai pas la possibilité. J'espère une autre fois vous présenter 2 études, notamment une sur les crevettes. Elle va être publiée dans Frontiers in Allergy, acariens et crevettes. Et on a trouvé des seuils et très intéressants. Donc, il y a aussi des alimentaires, aussi d'autres allergies. Je préfère ce que vous dites, qu'on le confirme par une étude et pour voir sur le plan pratique, est-ce que ça donne quelque chose au niveau tunisien et nos caractéristiques des pays africains? Oui, il y a tellement de choses à faire. Oui, voilà. Docteur Samoud, merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Samoud, oui. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai une petite demande. Est-ce que vous pouvez, par le biais de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie et par le biais de notre ami Zohaïl Suissi, mettre à notre disposition la liste de tous les examens qu'on peut demander dans votre laboratoire avec les prix correspondants et de l'actualiser au fur et à mesure, s'il vous plaît? Oh que oui. Et là, j'ai une réunion avec l'équipe Stallergène parce qu'ils doivent nous aider un peu par rapport au support, donc pour vous développer ça. Donc, on a retardé tellement donc ce service, j'espère pouvoir le faire le plus tôt possible. Et je vous dis aussi qu'il y a les recommandations qui ont été, donc les recommandations de la Société de biologie clinique avec l'IANA Santé, qui vont se faire aussi par rapport à l'exploration biologique d'une allergie, d'un patient allergique, qui va aussi normalement avoir lieu début de l'année prochaine. Et on pourra aussi vous fournir ça, c'est très important. Voilà. J'aurais une question à vous poser, Dr Samoud, avant de passer à la conférence suivante. Justement, en dehors de l'évaluation clinique des patients, de leur qualité de vie, des patients sous ITA, est-ce qu'il y aurait un dosage sanguin qui permettrait de faire le suivi, notamment la diminution du taux d'IgE ou un dosage sanguin qui pourrait nous renseigner? Qu'est-ce qu'il en est pour le taux des IgG4 aussi? Voilà, il faut faire le dosage des IgG4 et c'est possible. Évidemment, à Pasteur, on peut le faire. Oui. Mais pour que ce soit efficace, il faut qu'on ait la valeur initiale
Parce que parfois, on me demande, faites-nous les IgG4. Si je n'ai pas la valeur initiale, il vaut mieux avant traitement et après traitement. Donc, il vaut mieux demander les IgG4 avant. Si vous voulez faire, ça c'est pour une étude. Si vous avez envie de le... Ça dépend. Il faut... Je pense sincèrement que c'est beaucoup plus dans le cadre de la recherche et pas de manière systématique. Donc, si on peut faire une étude dans le cadre de la recherche et qu'après, on a donc des guidelines pour continuer, oui. Donc, si quelqu'un il a un doute par rapport à son immunothérapie, on peut faire les IgG4 avant l'initiation du traitement et après, donc, selon ce que demande l'allergologue, après 6 mois, après 1 année, c'est à vous de voir. D'accord, je vous remercie. Juste un petit commentaire, justement, à la fin. Pour le diagnostic donc, de l'allergie, je pense qu'il faut quand même une optimisation des différentes diagnostics biologiques parce qu'on doit tenir compte du rapport coût et bénéfice, justement dans le sens, ce qu'a rapporté Dr Samout, justement, ce n'est pas la démarche, mais c'est la réalité. Il y a une réalité. La prise en charge, elle est différente d'un médecin généraliste, d'un médecin allergologue. Je pense qu'on doit avoir une démarche pour tout le monde et particulièrement bien personnalisée et sur les pathologies en Tunisie, tenant compte de la variété donc de nos malades et particulièrement parce que l'immunothérapie quand même elle a des bénéfices pour les malades et comment. Évidemment. Et c'est pour ça que c'est important de connaître quand est-ce que vraiment on doit demander. Quand est-ce que vraiment on doit demander? Et je vous remercie pour votre parce que les présentations cliniques qui sont d'ordre donc très 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 pratiques. Et on a toujours des malades comme ça. Le dernier malade que j'ai vu, sa mère juste à l'interrogatoire, notion d'atopie familiale. Sa maman, elle est allergique à l'olivier. Elle se connaît allergique à l'olivier. L'enfant, il a une rhinite donc automno-hivernale. Pas de signe clinique au printemps. Je fais les tests cutanés, je trouve une allergie aux acariens et une sensibilisation aussi donc à l'olivier. Je me suis posé, est-ce qu'on les considère comme c'est uniquement une sensibilisation, donc ce n'est pas une allergie puisqu'il n'est pas gêné au mois d'automne, ou est-ce que c'est une sensibilisation qui va évoluer justement vers l'allergie? Il faut-il faire les allergènes et justement les IgE anti-allergènes moléculaires. Donc on a tous des questions tous les jours et je remercie le laboratoire Stallergen parce que le laboratoire Stallergen a mis à notre disposition donc la batterie donc de votre ce qu'on peut faire donc à l'Institut Pasteur, les différents, parce qu'impossible de les apprendre. Hein. Je sais que on peut apprendre les acariens, mais tous les allergènes recombinants, vraiment impossible de les retenir tous. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.